En une journée seulement, avec son siège intégré, sa poignée de maintien et sa robinetterie thermostatique, vous allez redécouvrir le plaisir de prendre votre douche aisément et en toute sécurité. Pour une étude gratuite et sans engagement, appelez dès maintenant le 0800 01 01 01. Il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent atteindre, qu'ils ne peuvent toucher. Mais de quoi tu parles? L'espoir. Laisse-moi te dire quelque chose. L'espoir, c'est dangereux. L'espoir peut rendre un homme fou. Ça sert à rien, Otto. Tu devrais te faire à cette idée. Madame 102e, cellule 245. Tim Robbins, Morgan Freeman, L'espoir donne des ailes. Ce soir à 20h50 sur France 3. France 3. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, retrouvez le meilleur de midi en France, au Havre, dans le département de la Seine-Maritime. Laurent Boyer vous emmène découvrir les secrets de cette ville portuaire. Au sommaire, le Havre est une ville reconstruite et est un parfait exemple de l'urbanisme d'après-guerre. Créée après les bombardements, cette dame de béton, élégante et forte à la fois, est l'œuvre de l'architecte Auguste Perret. Retour sur cette exceptionnelle réalisation avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Et puis, à l'est du Havre, une belle idée promenade que nous propose ce matin notre vétérinaire Hélène Gâteau. Direction le parc de Clères, un bel écrin de verdure où les animaux du monde entier paradent en semi-liberté. Enfin, direction une cité universitaire d'un genre particulier, cette résidence entièrement construite avec des conteneurs. Elle s'appelle Haddock et c'est au Havre, une idée qui nous vient des Pays-Bas et c'est avec Nathalie Simon. Midi en France vous propose de découvrir autrement l'un des ports les plus importants de France. Et qui de mieux qu'un enfant du Havre pour nous en parler? Laurent Ruquier est aujourd'hui notre grand témoin. Cette ville est incontournable. Elle a marqué sa jeunesse et puis bien sûr sa vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis vraiment ambassadeur du Havre, mais en tout cas, j'y suis. Je pourrais jamais renier cette ville. Quand on passe 23 ans dans un endroit, on a forcément, pas la nostalgie, mais forcément des souvenirs qui vous habitent de façon éternelle. Dès que j'y retourne, j'y vais au minimum une fois par mois, forcément, il y a des sentiments bizarres qui surgissent. Si un jour je devais écrire, on me le demande souvent d'ailleurs, des éditeurs me demandent souvent, mais pourquoi vous n'écrivez pas une autobiographie? Il y en a tellement qu'ils font, pourquoi pas moi? Je pense que je passerais beaucoup plus de temps au Havre pour que les souvenirs me reviennent encore, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un coin de rue, pas un quartier dans lequel je peux rouler, marcher. Parfois je demande à des taxis de passer dans des endroits précis que j'ai envie de revoir, sans que mon enfance me revienne à la gueule, quoi. Voilà, c'est tout bête. Donc forcément que c'est une ville qui compte. Le Havre, une ville qui compte pour Laurent Ruquier qui a grandi ici. Direction maintenant le plateau de Midi en France où Vincent Ferniaud reçoit un autre enfant du Havre pour une poêlée de Saint-Jacques sur fondu de poireaux. Vincent Ferniaud, aujourd'hui j'ai envie de dire un grand maître oui. est avec nous. Oui, un Jacques vrai Mioc soi-même. de cœur, de naissance, un restaurateur magnifique passé de l'autre côté du pont, en Basse-Normandie. Mais enfin, dans le cœur est toujours ici, hein, Jacques. Bien sûr, je suis du Havre, donc je reste au Havre. Voilà. Et qu'est-ce Mais que... grave, attendez. Et alors, première internationale aujourd'hui, en Audiovision, il va se mettre à la cuisine. Hein? En direct. Oui, en direct. Quelle est la recette que tu nous prépares, Jacques? Alors, une petite effilochée de poireaux, Oui, coquille Saint-Jacques oui. et des cèpes. Oh là là là. C'est intelligent, non? Ah, on est en saison. C'est futé. C'est le plat qu'on voit là. C'est une recette unique pour le Havre. D'accord. Ouais. Et Unique pour vraiment, le Havre. c'est la première fois qu'il va cuisiner à la télé. Ça, j'adore cette idée. L'idée. Formidable.
C'est la première fois qu'il cuisine à la télé, tu veux dire? Non, c'est la première fois qu'il cuisine. Non, génial. C'est pour vous dire. C'est le type le plus connu de la région, mais c'est la première fois qu'il cuisine, mon Jacques. Restaurateur depuis 100 ans et il n'a jamais touché une casserole. Formidable. 105 ans. Allez, laissons Vincent Ferniaud et son chef du jour, le sympathique Jacques Mioch, pour prendre un peu de hauteur avec Sophie Bernard, la journaliste de France 3 Normandie. Elle nous accompagne aujourd'hui. Allez, on décolle, on est entre terre et ciel, des images de drones. Et voilà l'édifice emblématique du centre-ville reconstruit du Havre, la lumineuse église Saint-Joseph, dessinée par notre Auguste Perret. Je dis notre parce qu'on est très fiers de l'avoir eu. C'est un monument qu'il voulait à la mémoire des victimes de la guerre. Elle a été construite entre 51 et 57. Hélas, Perret ne la verra pas terminée puisqu'il nous a quittés en 54. Cette église qui a été conçue pour être vue le plus loin possible. Et c'est sa tour-lanterne qui culmine à 110 mètres de haut, qui est effectivement visible à plus de 60 km au large par temps clair. Et dire que les Havrais n'ont pas aimé leur ville nouvelle d'après-guerre pendant des années. Heureusement, ça y est, ils l'aiment de nouveau et on en est très fiers de notre Havre. Eh ben oui, mais vous pouvez. Parce que c'est vrai, on l'a dit toute la semaine, notamment avec Jean-Seb, on aime tellement l'architecture que ça fait partie des exemples qu'on vient voir du monde entier. Hein, hélas, Perret n'a pas connu la gloire. Non, il nous a quittés en 54. On va lui envoyer un petit SMS. Voilà. Et là, comme le disait notre rédacteur en chef, Havrais soi-même, on voyait la Seine, évidemment, avec cet estuaire et Sainte-Adresse à droite. Et il me disait que, alors, il se trouve que le Havre, c'est la plus grande plage de Haute-Normandie. N'est-ce pas? Hein? Eh ouais. Non, et classé. Classé. Voilà. Et c'est la fierté des Havrais, hein, ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO pour une architecture en béton unique au monde. D'ailleurs, Jean-Sébastien nous retrace l'histoire de cette curiosité architecturale à travers l'œuvre magistrale d'Auguste Perret. Ça commence avec François Ier. C'est François Ier qui a voulu cette ville pour avoir un port. Ça n'était qu'un marécage ici, avec planté au milieu une chapelle, Notre-Dame de Grâce. On l'appelait le Havre de Grâce, d'où le nom de la ville. Alors l'histoire, elle se déroule, la cité, le port sont prospères jusqu'en septembre 1944. Et voilà, jusqu'en septembre 1944, les bombardements. Il y a 11 000 tonnes de bombes qui tombent sur la ville. Et on 132 bombardements. 10 000 immeubles ont été rayés de la carte. Il y en a autant qui ont été abîmés. 80 000 personnes sont à la rue. Il a fallu reconstruire. Et un homme, Auguste Perret, a fait comme il a rêvé cette ville. Dense, compacte, symétrique avec ses tours fières et ses bâtiments défiant le temps, la ville du Havre est monumentale. Difficile d'imaginer qu'il y a à peine 60 ans, aucun de ces immeubles n'existait. Et pour comprendre cet essor architectural, rendez-vous au 18e étage de l'hôtel de ville. Tour imprenable, vue grandiose sur le centre-ville métamorphosé après la Seconde Guerre mondiale. Juste après les bombardements des 5 et 6 septembre 1944, en fait, le cœur historique est entièrement dévasté et le ministre de la Reconstruction va choisir Auguste Perret et son équipe pour reconstruire en fait les 150 hectares qui ont été détruits. Le Havre n'est plus que ruine. Tout peut être réinventé. L'architecte Auguste Perret imagine alors une ville avant-gardiste. Exit, architecture classique et art nouveau. Place au modernisme et au béton armé. Alors il commence par concevoir ces îlots d'habitation sur une même structure. Des poteaux espacés de 6,24 m soutenant des dalles carrées. Un modèle appliqué au bâtiment mais aussi à la largeur des rues. Vu de haut, cette trame urbaine forme un canevas unique. Mais ces ensembles d'habitations ne sont pas les seuls éléments remarquables. On aperçoit aussi des points hauts, en fait des tours qui sont comme des marqueurs urbains. On a notamment la tour lanterne finalement de l'église Saint-Joseph qui est emblématique de ce chantier de reconstruction puisque dédié à la mémoire des victimes des bombardements. La tour de l'hôtel de ville en fait aussi partie. À l'intérieur de l'édifice, un escalier monumental où là encore le béton est roi. Au niveau de la sous-face de l'escalier, on aperçoit ce béton bouchardé
qui, pour Perret, est plus noble que la pierre. Et on voit qu'il y a cette fameuse matière extrêmement travaillée et façonnée. Et ce n'est pas du tout un matériau lisse. Mais là où le béton déploie toute sa majesté, c'est au pied de l'église Saint-Joseph. Monochrome à l'extérieur, elle est éblouissante à l'intérieur. Ici, fidèles et visiteurs lèvent la tête pour admirer le spectacle de la lumière jouant avec les vitraux. 100 mètres plus haut, au bout de l'escalier en colimaçon digne d'un conte de fées, le secret de ces vitraux se dévoile. On peut voir en fait les verres colorés qui varient en fonction des différentes orientations et qui traduisent l'élévation spirituelle du croyant, sa progression finalement de plus en plus haute et pour atteindre la couleur blanchâtre au sommet. Le style Perret ne concerne pas uniquement les bâtiments publics. Pour reloger les habitants dont les logements ont été détruits pendant la guerre, l'architecte a imaginé des intérieurs audacieux. Alors, où sommes-nous ici? Alors en fait, ici on est dans l'appartement témoin Perret, qui est une reconstitution d'un appartement des années 50. Et dès qu'on entre dans l'appartement, on est devant la colonne, qui est le seul élément porteur dans les 100 mètres carrés de cet appartement. Avec sa double exposition, ses équipements modernes, ses rangements astucieux, cet appartement garantissait aux Havrais le droit au calme, à l'air, au soleil, à l'espace. Une maxime chère aux modernistes. Et aujourd'hui encore, ces appartements sont très prisés car ils sont extrêmement modulables. Francine vit depuis 12 ans dans l'un d'entre eux. L'absence de mur porteur lui a permis d'enlever quelques cloisons. Nous avons voulu ouvrir l'espace, puisque c'est comme ça qu'on vit. Il est très possible d'abattre toutes les cloisons si on a envie, puisque le seul élément porteur, c'est le pilier. Et Francine dispose également d'une terrasse sur toute la longueur de l'appartement, avec une vue privilégiée sur l'hôtel de ville. Le béton, souvent décrié, fait ici le charme de la ville du Havre. Grâce à lui, le quartier reconstruit est entré en 2005 au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et les touristes affluent. Plusieurs hôtels adoptent le style d'après-guerre, comme ici, dans un hôtel de la rue de Paris, qui fait la part belle au mobilier des années 50. Dame de béton, élégante et forte à la fois, la ville du Havre a donc pris sa revanche sur l'histoire. Et Auguste Perret, c'était donc un architecte. Ce qu'on sait moins, c'est que ça a été une star au début du XXe siècle. Il était beaucoup plus connu que Le Corbusier à l'époque. Et il adorait le béton. Il voulait, avec ce matériau, trouver un nouveau classicisme avec le béton. Il s'est imposé, par exemple, dans le théâtre des Champs-Élysées à Paris. C'est lui qui a fait ce théâtre. Et puis ici, c'est la rencontre entre une cause nationale et la passion d'un homme. Et il a magnifié le béton. Il a commencé à reconstruire la ville. Il avait 71 ans, Auguste Perret, en 1945. Chiffre essentiel, 6,25 mètres. Toute la ville a été bâtie sur ce chiffre. C'est ce qui fait que Le Havre, qui est une ville absolument magnifique, et je ne cesse de le dire depuis des années, a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et c'est très bien. Ouais, et on a construit vite et bien. C'est ça, ça a été construit vite et bien. Et oui, parce qu'il y avait 80 000 personnes qui étaient à la rue après les bombardements. Absolument. Tu voulais dire un mot, Sophie? Il y a un petit truc à savoir quand même. Au lendemain de la Seconde Guerre, les décombres étaient tellement importants ici que la ville a été rehaussée de 2 mètres. On n'a pas pu évacuer le tout. On a construit dessus. Bien sûr. Un 132 bombardements. Ça a été terrible. Dont le 6 septembre 44 qui a été dramatique pour le port, entre autres, et pour la vieille ville. On aime ça, vous avez compris. L'architecture aussi intéresse. Avec Jean-Sébastien, on est heureux d'être ici dans cette ville du Havre. Le Havre, une histoire incroyable au cœur de l'esthétique d'une ville. Pour nous en parler maintenant, Laurent Ruquier, il en connaît les moindres recoins. Pour lui évoquer cette ville, c'est refaire un plongeon dans son adolescence. Une adolescence qu'il n'a pas forcément bien vécue. Vous allez le comprendre. Mon enfance au Havre, c'est plus que de l'enfance, c'est 23 ans quasiment au Havre, donc c'est beaucoup dans une vie, 23 ans. Et là, ça a beaucoup été l'ennui.
parce que je m'ennuyais beaucoup, moi, au Havre. Mais c'était pas lié à la ville, c'était lié aussi à l'ambiance et à l'univers familial. Donc j'étais beaucoup dehors, en dehors de l'immeuble dans lequel on habitait. Voilà, c'était, pour ceux qui connaissent le Havre, rue Paul-Louis Courrier, vers la rue de Bourmeillère. Il y avait un cinéma pas très loin qui s'appelait le Marny, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, c'est mes premiers films, c'est là que je suis allé les voir, évidemment. Après, j'ai un peu bougé. Après, évidemment, dans les années lycée, j'ai fait lycée Porte-Océane, j'étais pion au lycée François 1er. Là, heureusement, je bougeais un peu plus, je sortais un peu plus. Je suis allé dans un quartier qui est très agréable au Havre, qui s'appelle le quartier Saint-François, voilà, où on a là des pizzerias, des crêperies, quartier breton qui est très agréable le soir. Voilà, il y a quand même des choses à faire aujourd'hui et puis quand même il y a la mer. Voilà. Ça, il y a une chose, moi, qui me manque quand hélas, quand je ne vais pas assez souvent au Havre, c'est la mer. Je dois dire, je fais des infidélités à ma ville puisque je vais assez souvent à Marseille, mais c'est pas par hasard. Je dis souvent, pour moi, Marseille, c'est le Havre avec le soleil. Mais c'est vrai, la mer me manque et ça, dans une ville, c'est un élément tellement important. La mer partout dans la ville, c'est vrai qu'ici, elle est omniprésente. Allez, retrouvons Vincent Ferniaud et Maître Jacques Mioch pour une recette, elle aussi très marine. Poêlée de Saint-Jacques sur fondu de poireaux, on en salive d'avance. J'ai un petit problème, Laurent. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Jacques n'a pas commencé. Attends, tu m'expliques s'il te plaît, parce que normalement c'est toi qui cuisines, Jacques. Non, oui, mais je ne peux pas effilocher les poireaux. Pourquoi? Les mettre à mort comme ça, je peux pas. Vraiment. Vraiment. T'es sensible. Un poireau, pour moi, c'est très important. Ah bah ça, le poireau, monsieur. Le poireau, grave. Ok, bon alors, mais tout à l'heure, c'est toi. Les Saint-Jacques, tu Non, les coquilles, les coquilles de la persévérance de mon ami Sébastien Setter, je ne peux pas non plus. Ah non. Ah non. Mais après, c'est toi qui cuisines quand même. Pas les cèpes non plus, parce que je les ai cueillis ce matin à quatre pattes. C'est l'arnaque. Je savais qu'il y avait une arnaque. Bon, enfin, heureusement, tu es venu bien soutenu. Présente-nous par Bertrand. Avec mon maître queue. Ah voilà, d'accord. Grave. Alors, Bertrand, on a commencé donc les poireaux. On a les filochés. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ça sent bon, il y a quoi dedans? Il y a du jus d'orange. Du beurre, du citron. Et 5 poivres. Du 5 poivres et du gros sel. 5 poivres et gros sel. Alors, du beurre, du citron, du jus d'orange, 5 poivres, gros sel. Et alors, le boulot, c'est de le faire en julienne, c'est-à-dire en longueur. Exactement, julienne en longueur. Ouais. Mais pourquoi ça change quoi? Ça se tient mieux? C'est pas une question ça se tient mieux, c'est que ça fond beaucoup mieux comme ça et ça fond dans la bouche par la suite. Parce que le poireau, c'est une fibre, donc faut le... Fibre longue. Donc faut le cuire en étuvée directement pour avoir quelque chose de très moelleux en bouche, quoi. D'accord. Là, c'est le démarrage de la recette. Alors, on a les cèpes. Comment est-ce qu'ils vont être préparés, ces cèpes? Montre-moi comment tu les éminces. Je vais vous les montrer. Ah oui, parce que ça, c'est aussi du beau boulot. C'est ce que Jacques devait faire, hein. Oui, tout à fait. Je peux pas. Voilà. Ouh là là. C'est le cri du cèpe au moment où mais j'adore. lui fait mal. Ce que j'aime, c'est le coup de main. Regardez, la sûreté du coup de patte. Ah oui, ils sont magnifiques. Là, on peut vraiment les manger crus. Tu vois, ils sont pas véreux du tout. Simplement, accru, fin comme ça, avec du sel et du poivre dessus, c'est superbe. Ça fond dans la bouche aussi. Et les Saint-Jacques, elles ont été ouvertes ou pas encore? Pas encore. Tu vas nous montrer ça en 2 minutes? On va voir ça tout à l'heure. Ou Jacques, s'il veut, mais enfin bon, c'est mal barré. Hein. Enfin non. Très bien. Non, mais Jacques, cette recette, elle est comment? Elle est grave. Ah bah voilà. Donc la recette grave des Havrais, vous l'avez, un des frères de la côte est avec nous. Allez, on laisse les fourneaux pour les grands espaces normands. Notre vétérinaire Hélène Gâteau nous emmène en visite au parc de Clères, un petit paradis où les animaux vivent en semi-liberté, un lieu empreint de beaucoup de féerie. Oui, et ça, c'est vraiment un parc que les Havrais et les Normands connaissent vraiment bien. Donc 1400 animaux qui vivent en liberté, en semi-liberté, dans ce lieu chargé d'histoire, avec un parc à l'anglaise. Et alors moi, je trouve qu'on a l'impression on est un petit peu comme dans un conte. Je dirais presque comme dans Alice au pays des merveilles, avec tous ces animaux dans ce cadre un peu onirique. Mais vous allez voir que derrière la quiétude d'une balade en famille, eh bien, des hommes et des femmes s'activent en coulisses pour le bien-être, la conservation et la sauvegarde des animaux. On regarde côté pile et côté face, le parc de Clères. Bienvenue dans un monde merveilleux. Dans un monde où les antilopes, mais aussi les wallabies et les colverts vivent en parfaite harmonie. Au lieu de la conservation d'espèces animales, le parc de Clères abrite plus de 1400 animaux, provenant de 200 espèces différentes, qui vivent ici en semi-liberté. Un véritable paradis terrestre au cœur d'un petit vallon de Normandie.
préserver le rêve de Jean Delacour, créateur de ce site d'exception en 1919, il faut forcément des passionnés. Et leur journée commence bien avant l'ouverture du parc. Chaque matin, les soigneurs se relaient pour décharger le camion de réapprovisionnement. Les centaines de kilos de fruits et légumes du jour sont conduits dans une véritable caverne d'Ali Baba pour nos pensionnaires. C'est ici qu'on leur prépare un menu à la carte. Chaque jour, ça revient au même, à peu près le nourrissage, sauf en période où il y a la reproduction des petits oisillons dans les nids. Donc on augmente au fur et à mesure la quantité, puisque prennent leur part aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, au niveau du parc, il y a des périodes où les animaux mangent plus, le printemps à l'automne. C'est un cycle naturel, il n'y a pas de problème. C'est la première chose que le soigneur fait le matin. On arrive ici, on fait notre préparation et ensuite on part distribuer dans l'enceinte du parc. Les seaux de granulés, les fruits et le poisson chargés, la tournée du parc peut commencer. Les antilopes connaissent bien les horaires et guettent avec impatience l'arrivée des soigneurs. Très peureuses à l'ordinaire, elles n'hésitent pas à se rapprocher d'eux dès que le repas est servi. L'occasion pour Albert de les observer de plus près et veiller à leur bien-être. Là, c'est le mâle dominant. Donc c'est le seul mâle qui reste avec toutes les femelles. Les autres mâles qu'on peut appeler soumis sont en bas. En fait, lui, il vire les autres mâles pour rester avec sa harde de femelles. Donc vous voyez, là, il vire un jeune mâle. Quand il y en aura un qui sera assez fort pour défier le mâle dominant changera. Après s'être assuré de la bonne santé de chacun, Albert continue sa tournée. Face au château, il est intercepté par une meute un peu spéciale. Ici, les wallabies tiennent compagnie aux oies. Un peu de granulés pour canards réjouira l'ensemble des convives. Albert le sait, cette nourriture ne représente aucun danger pour les mammifères marsupiaux. En revanche, un peu plus bas dans l'étang, il faut cette fois-ci faire plus attention. Donc là, c'est le seau des flamands. Donc c'est une nourriture spécifique aux flamands. Donc après, je vais le mettre dans des bacs dans l'eau qui sont un peu en hauteur pour que les flamands accèdent avec leur long cou et que les canards n'en mangent pas parce qu'il y a un tout petit colorant dedans et on va éviter que les canards deviennent roses et bon, c'est vraiment spécifique aux flamands. Albert reste à leur côté pour surveiller les vilains petits canards qui prennent un malin plaisir à venir contrarier son astuce. Mais sur le plan d'eau, il reste encore quelques pensionnaires qui n'ont pas eu leur repas. Sur les îlots, les makikatas savent parfaitement ce que vient leur déposer leur soigneur préféré. C'est des croquettes pour primates qu'on broie, qu'on mélange avec du jus de fruits et de l'eau. Et le matin, on rajoute un tout petit peu de blédine pour pouvoir faire des boulettes qu'on leur donne et qu'on leur cache un petit peu partout sur l'île pour qu'ils puissent chercher leur nourriture. Il est indispensable de cacher la nourriture pour que les lémuriens, réputés très joueurs, s'amusent à la chercher. Quelques coups de rame plus loin, les gibbons ont eux une réputation moins sympathique. C'est donc à l'aide d'un passe-plat qu'Albert leur dépose une belle assiette de fruits. Pendant qu'Albert continue sa tournée, nous retrouvons Didier, le chef soigneur. Chaque jour, il effectue un tour complet du parc. Ce petit voyage quotidien lui permet de garder un œil sur l'état de forme de ses pensionnaires. Et malgré ses 34 ans d'expérience, chaque balade est synonyme de découverte. C'est un des avantages de ces métiers-là, c'est qu'on n'a jamais tout acquis. Et tant mieux, parce que c'est ce qui fait aussi l'enrichissement de notre métier, le bonheur d'y travailler et de découvrir les choses. Mais tous les jours, on découvre quelque chose, tous les jours. Oui, Yannick ? Un coup de téléphone du vétérinaire du parc vient interrompre cette balade. Didier est appelé en renfort pour une intervention sur un flamand retrouvé à l'écart du groupe. Et si Yannick a besoin du chef soigneur à ses côtés, c'est pour une raison toute simple. Le vétérinaire n'a pas la faveur des pensionnaires. Autant les soigneurs, ils sont vraiment aimés par les animaux. Moi, je suis un petit peu détesté, parce que j'arrive toujours quand il y a un problème. Donc j'arrive toujours... en général, mon arrivée est synonyme de capture, de contention, de manipulation, de prise de sang, comme on vient de le voir. Donc c'est vrai que les animaux assimilent très très vite ça à un stimulus négatif et n'apprécient pas trop. Alors que les soigneurs, eux, ils sont aimés, puisque c'est synonyme de nourriture, de friandises. C'est pas juste du tout.
Mais malgré la réticence des animaux, Yannick est indispensable. Outre la prévention des risques de maladies au sein du parc, c'est lui qui gère la reproduction des animaux. Et ici, au parc de Clères, plusieurs espèces protégées menacées d'extinction font la fierté du vétérinaire. Les apalémurs, originaires de Madagascar, font partie d'un programme d'élevage européen. La reproduction est assurée en captivité pour à terme réintroduire l'espèce dans son milieu naturel. Un parc zoologique est un centre d'élevage. Aujourd'hui, les parcs zoologiques ne prélèvent plus d'animaux dans la nature et les parcs zoologiques échangent. Il y a énormément d'échanges qui se font entre institutions pour avoir un brassage génétique maximum. Au départ, ces lémuriens n'étaient que 2. Et aujourd'hui, grâce au travail des agents du parc, la famille s'est agrandie. La dernière bonne surprise, ce sont 2 petits jumeaux en parfaite santé qui repartiront peut-être un jour repeupler leur île. Comme chez les apalémurs, une centaine de nouveau-nés viennent au monde chaque année dans le parc. Avec l'arrivée prochaine de pandas roux, l'avenir du domaine semble être entre de bonnes mains. Un parc magnifique et véritablement qui a eu une histoire. Ce parc a été fondé en 1919 par Jean Delacour, qui était un ornithologue et également un des membres fondateurs de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et alors, Jean Delacour a fait énormément d'expéditions un peu partout dans le monde, surtout en Asie du Sud-Est et à Madagascar. Et quand il revenait, eh bien, il ramenait toujours des espèces nouvelles qui n'avaient jamais été vues sur le continent européen. C'est ainsi qu'il a fait véritablement une collection très très riche dans le parc de Clères. Le problème, c'est que est survenue la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, eh bien, les oiseaux, les animaux du parc ont été chassés pour être mangés. Le parc a été détruit à cause des bombardements également. Et donc, il ne restait plus grand-chose du parc de Clères. Il a fallu tout reconstruire grâce à un appel à souscription. Et en 1947, eh bien, le parc de Clères a pu rouvrir. Et aujourd'hui, eh bien, Jean Delacour, avant qu'il ne décède, il a même donné ce parc au Muséum d'histoire nationale de France pour pouvoir justement perpétrer toute cette richesse de collection qu'il avait maintenue. Et donc ce lieu chargé d'histoire, c'est vraiment un lieu idéal pour les balades en famille tout au long de l'année. En fait, c'est un superbe lieu. Des lieux pour les balades en famille, il y en a également beaucoup au Havre. Laurent Ruquier en sait quelque chose. Pour lui, c'était essentiellement les virées en famille au stade de foot. Et bizarrement, il était le seul à soutenir l'équipe du Havre, le HAC. Je suis le seul à vrai, parce que mes parents en fait viennent de Rouen tous. Et ils sont arrivés au Havre en 1963, l'année où je suis né. Je suis le seul de ma famille, je suis le dernier à être né au Havre. J'étais au fond le seul Havrais de la famille. C'est ça qui est assez étonnant, assez curieux. Et ça nous a valu, par exemple, parce que ça c'était quand même une de mes sorties traditionnelles, aller au stade d'Echazeaux. Ça nous a valu évidemment des discussions terribles avec mon père et mes frères qui étaient plutôt pour Rouen. Et à l'époque, il y avait encore des derbies parce que Rouen était mieux classé que le Havre au départ. Et donc les derbies au stade d'Echazeaux ou à Rouen au stade Robert Diochon, c'était quelque chose. Puis mon père était pour les Diables Rouges alors que moi j'étais pour les Ciels et Marines. Le Havre contre Rouen, mais en cuisine maintenant, c'est le match Jacques Mioc et Vincent Ferniaud pour leur poêlée de Saint-Jacques. Petit tour de main pour préparer le précieux fruit de mer. Comment dire, là, il est à son top, hein, Jacques, là, hein, sur ce coup-là. Il cuisine très bien avec les mains des autres. Donc, regardez, Bertrand s'attaque au cèpe, il refait sa gilet. Bertrand, je voudrais que tu nous montres comment on va chercher les noix de Saint-Jacques dans la Saint-Jacques. Oui. Parce qu'il y a un petit coup de main qui est sympa. Tu le fais à la cuillère ou tu le fais au couteau, toi? Au couteau directement. Pardon? Directement au couteau. Directement au couteau. Alors, regardez bien. Explique-moi ce que tu fais au moment où tu le fais. Au moment, alors donc, je passe mon couteau en dessous la coquille, entre la noix. Ensuite, je décolle la première coquille. Je redécolle la coquille par le dessous, la noix. Et qu'est-ce qu'on fait des barbes là autour? Les barbes, moi, franchement, je les garde pas. D'accord. On peut en faire une sauce si on veut par la suite. Un bouillon, hein, si on aime le sable, si on aime le sable, on peut les garder. Oui, si on aime le sable, oui. Voilà, donc ma noix de Saint-Jacques est prête là comme ça. Écoute, là c'est tellement facile quand on le voit faire par le professionnel. Jacques, il n'a pas voulu nous énerver, il le fait en 2 secondes lui. J'allais m'y mettre, mais bon. Oui, en même temps il fait ça tellement bien. Hein. Alors, on garde la coquille? Non, on la garde pas. Non, non. C'est pas la peine. Ça fait un joli cendrier pour la fête des mères. Exactement, tout ça, tout à fait. Ok, mais comme on fume de moins en moins et c'est très bien. Voilà, les cèpes sont découpés. Alors, la poêle elle est chaude, elle est même trop chaude là. Je l'ai mise un peu forte. Ah oui, non mais c'est pas très grave dans la mesure où il n'y a rien dedans, mais on va baisser quand même. Voilà,
On va la mettre sur 6. Je souffle dessus, hein. Il y a le vent, tu sais, c'est ça ça. suffira. Tu peux y aller, il y a assez de vent en même temps. Et Là, on est qu'est-ce peinard. qu'on met comme matière grasse Je mets juste un petit peu d'huile d'olive et une noix de beurre pour colorer légèrement la noix de Saint-Jacques. Oui, et c'est vraiment, elle cuit de peur, comme on dit, quoi, hein, vraiment en 2 secondes. 2 secondes, oui. Ah, vas-y, montre-nous. Je suis dans la poêle, je suis bien. Dis donc, Bertrand, c'est de la Saint-Jacques de la Baie de Seine ou pas? La Baie de Seine, oui, tout à fait. C'est Saint-Jacques de la Baie de Seine, on y est. La persévérance, de la persévérance. La persévérance, on La l'appelle. persévérance. C'est la meilleure, Quel joli Jacques, non? Sébastien Setter, attends, il n'y a pas meilleur au monde. C'est la meilleure Saint-Jacques, celle de la Baie de Seine. C'est un label, c'est un label. Un label, On pose nos d'accord. Saint-Jacques. On pose nos Saint-Jacques pour bien les faire saisir d'un seul côté, d'une seule face. Parce que la Saint-Jacques, ça cuit très vite. Ça. Ah oui, d'une seule face, on va pas les retourner? Non, je ne veux pas les retourner, non. Pourquoi? Alors ça, c'est rare, parce que d'habitude, on les snack des deux côtés, hein, Vincent, c'est ça? Oui, alors, on les snack des deux côtés pour plus de sécurité, mais la Saint-Jacques, elle a une particularité, cette noix de Saint-Jacques, ce muscle, c'est que les fibres sont dans le sens de la hauteur. Donc, il y a des petits canaux entre les différentes fibres longues, et donc la vapeur et l'eau qui se vaporise au contact de la poêle va monter. C'est pas par capillarité, c'est vraiment comme s'il y avait des tubes microscopiques, et la vapeur va monter au travers et cuire, si tu veux, à l'unilatéral. C'est comme le poisson d'ailleurs, ça passe entre les fibres, la chaleur. Voilà. Donc, regarde, elles sont carrément cuites. J'ai parlé 30 secondes, je sais même pas comment j'ai fait, et elles sont cuites pendant ce temps-là. Regardez, la belle couleur. Là, tu les as retournées quand même. Ouais, je les ai retournés, oui. Bon, alors tu me dis non, puis tu le fais quand même. Non, je les ai retournés justement après pour les redébarrasser là maintenant. Pour pouvoir, normalement, disposer directement une fois qu'ils sont cuites et l'envoyer directement à la Saint-Jacques. Voilà, hein, ça cuit en 1 minute la Saint-Jacques, c'est comme ça que c'est bon, encore un peu nacré à cœur. Si on sait cuisiner en Normandie, on sait également profiter des paysages. Et quoi de mieux pour voyager qu'un véhicule adapté, où l'on se sent comme chez soi. Notre Made in France du jour vous présente ce moyen de locomotion très ingénieux. On peut y dormir. Oui, alors je vais vous présenter un couple de baroudeurs, Nathalie et Pascal, qui adorent voyager, qui pendant longtemps ont voyagé en camping-car, avant d'avoir cette bonne idée de créer leur propre camping-car. Une cellule amovible qu'on fixe sur un pick-up. Et tu sais quoi, Laurent? Ça marche. Et en 2004, ils ont créé leur entreprise à Fécamp, à quelques kilomètres du Havre. Et voici le résultat. C'est sur la côte d'Albâtre, à 40 km au nord du Havre, sur les plateaux de trait calcaire, qu'une invention incroyable a vu le jour. Tel un escargot, voici ce qui s'apparente à une petite maison amovible. Une habitation pour nomades et baroudeurs à emporter n'importe où. À l'intérieur, 4 couchages, un coin repas, une kitchenette, des toilettes transformables en douche et une multitude de rangements pour les amoureux du voyage. À l'origine de cette invention, Pascal et Nathalie. Il y a 10 ans, ce couple a décidé de changer de vie pour s'installer ici, à Épreville-Fécamp, et vivre de leur passion. Ce qui nous amène là, c'est effectivement la passion du voyage, la passion de la rencontre avec les autres. Et on a toujours été nomades dans nos têtes. Nomades, voyageurs, baroudeurs, aventuriers, Pascal et Nathalie décident en 2004 d'inventer une petite maison sur pattes, capable de se rendre dans n'importe quel chemin et endroit du globe. C'est ici, dans ce hangar, que tout est fabriqué. Aussi bien nos meubles que nos coques en polyester, tout est fait ici. La tête pensante, c'est Pascal. Il dessine, imagine les espaces et fabrique dans son atelier les futures habitations destinées aux globetrotters. La conception, c'est moi qui réalise ces parties-là. Aidé par 3 ouvriers, il suit et coordonne toutes les étapes de fabrication. Au commencement, une simple planche de bois stratifiée. Nous avons un stratifié de décor, ce que vous connaissez sur vos plans de travail dans les cuisines. Une planche de bois qui va être découpée pour réaliser les premiers éléments intérieurs et le mobilier. La première planche a été découpée, on va pouvoir récupérer nos composants de mobilier. On commence à avoir certaines formes qui seront dans la cellule. À ce stade, c'est Jean-François, le plus ancien de l'entreprise, qui prend la main. C'est lui qui va poncer, peindre et assembler les différentes parties qui constitueront l'intérieur de la cellule. Le lit, les canapés, la cabine de douche et les différents espaces de rangement. Pour ce chef d'atelier, le plaisir réside dans la diversité des matériaux à travailler et surtout l'originalité du produit. C'est sûr que c'est original, on est peu nombreux à en fabriquer. Moi je ne connaissais pas du coup, j'ai découvert au fur et à mesure. Au départ un peu émerveillé. C'est surtout le visage des clients à la réception.
Quand ils sont heureux, nous on est heureux. De l'autre côté de l'atelier, on prépare les éléments qui seront intégrés directement dans la cellule. Réservoir d'eau, toilette et évier. On est en train de préparer un évier sur lequel il faut installer le mitigeur et qui va être ainsi mis directement dans les mobiliers des cellules réalisées. Après quelques heures de travail, nous avons déjà un aperçu de l'assemblage d'une première cellule à l'état brut. Dans l'atelier actuellement, c'est ce que l'on a de plus avancé en construction de cellules. Après, nous avons des cellules déjà aménagées. Et pour fabriquer cette petite habitation, il faudra compter 12 semaines de travail. Fin de l'aménagement, Jean-François fixe les portes, les panneaux et ajuste les derniers éléments. Alors, satisfait ? Tout le monde est fier, les gens de l'atelier, moi-même et aussi le client, il est fier d'avoir un produit de cette qualité. Grâce à son imagination, Pascal a créé, dans un espace de quelques mètres carrés, un véritable lieu de vie. Partis d'une simple envie il y a 10 ans, Pascal et Nathalie auront réussi à transformer leurs rêves en réalité. D'avoir osé le faire, on ne s'est pas contenté de rêver. Imaginer créer une entreprise, la créer et faire qu'elle existe, c'est possible. C'est une belle aventure. Et d'aventure en aventure, ils n'ont pas perdu leur goût pour l'escapade. Ils profitent encore de moments de liberté pour arpenter les routes à bord de leur pick-up. Une nouvelle façon d'aborder le voyage. Salut les amis! Bon Ah, ça y est, t'es bien placé, toi. Je suis dans ma petite cellule amovible. Alors regardez l'extérieur de la voiture. Alors ce qui est génial, c'est que vraiment, c'est dans le gabarit de la voiture. Ça ne dépasse pas de la voiture. Maintenant, je vous emmène à l'intérieur. Alors, On dirait là, une poupée Barbie un peu. c'est vrai, tu trouves, mais c'est exactement ça, c'est tout petit. Ça fait 2 mètres pardon, de profondeur sur 1,80 m de largeur, t'imagines, pour le plancher. Alors là, regardez, on a les petites toilettes. En dessous, là, si vous enlevez le plancher, vous avez le bac de douche. Donc, hop, avec le pommeau de douche juste à côté. On continue la visite, les amis. Hop, hop, hop. Mais oui, le pommeau de douche. Donc là, on a la kitchenette, l'emplacement cuisine. Et on a 2 couchages ici. Un troisième qui peut se mettre à ce niveau-là. Je continue la visite. Oh oui, oui, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors? Ah là là, venez vers moi. Alors. Le petit frigidaire. Ouais. Et on a des rangements un peu partout. Mais non! Donc c'est comme un camping-car pour ce qui est de l'intérieur, parce qu'on a vraiment une petite maison sur roue. Mais alors, il y a plein d'autres avantages. Je vous disais le gabarit de la voiture. Vous pouvez circuler facilement. Vous garez sur une place normale. La carte grise, eh bien c'est considéré comme une voiture normale, non pas un camping-car. C'est une super idée, Nathalie. Hein. C'est très pratique. Mais c'est très pratique. Et mieux que ça, Nathalie, la cellule amovible, eh bien en 15 minutes, à l'aide d'un cric, vous pouvez l'enlever. Donc si demain vous changez de pick-up, vous en achetez même un d'occasion, un neuf, eh bien on peut la déplacer, la remettre très facilement. Un coup de cric et crac. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est drôle! Je continue. Un bon moyen de découvrir le Havre, ce petit joujou-là, et un autre moyen mythique de déplacement qui a fait parler du Havre dans le monde entier, c'était le paquebot France. Le père de Laurent Ruquier a travaillé à la réparation de ce navire de croisière d'exception. Laurent s'en rappelle. La seule fois où vraiment je suis allé sur le port, c'est pour monter sur le France. Parce qu'il arrivait que mon papa travaillait sur la réparation sur le grand paquebot. J'ai évidemment été là aussi le jour où le France a quitté définitivement le Havre pour la Norvège. Le France, ça évoquait d'abord l'étranger, New York, la possibilité de bouger, le luxe aussi quand même avant tout, parce que c'était pas l'univers dans lequel nous on plongeait. J'ai souvent dit et souvent raconté que mon papa, qui a été ouvrier, qui a terminé certes contremaître, mais qui a commencé comme vraiment chaudronnier au chantier de Normandie, lui il arrivait tous les jours du travail, que ce soit le midi et le soir, parce qu'il rentrait déjeuner avec les mains noires. À l'époque il y avait un savon qui s'appelait Ça décrasse, je ne sais pas si ça existe toujours, mais qu'il utilisait. Et quand je voyais ça, moi vraiment ma seule ambition dans la vie, c'était de jamais avoir à utiliser ce savon. Et le Havre est une ville qui vit toujours au rythme de son port. Aux côtés des bateaux et des cargos, il y a également les conteneurs. Nathalie Simon est allée à la rencontre d'étudiants
étudiants qui séjournent justement dans ces grandes caisses initialement conçues pour le transport de marchandises. Un truc de dingue, en fait, ici on met les étudiants en boîte en quelque sorte. C'est bien. Alors pas en boîte de nuit, hein, même si je pense qu'ils seraient contents. Mais c'est vrai que le Havre s'est inspiré des Pays-Bas qui étaient en 2010 ont déjà inventé ce concept. Et c'est une idée assez originale de construire une cité-U tout en container. Vous allez voir que c'est atypique, que c'est économique, que c'est réussi et que ça leur plaît. Au port industriel du Havre, il passe chaque année plusieurs centaines de milliers de conteneurs. Si la plupart d'entre eux stationnent ici, ce n'est que pour quelques jours avant de repartir en mer. Pourtant, certains d'entre eux connaissent aujourd'hui un autre destin. Pour lutter contre la crise du logement étudiant, la ville a importé des Pays-Bas une solution très originale. Bienvenue à la cité Haddock, la première résidence étudiante en France constituée d'une centaine de containers réaménagés en studio meublé de 25 mètres carrés. Bienvenue dans mon conteneur. Alexandre est étudiant en informatique. Ça fait tout juste 1 an qu'il a emménagé ici et il semble apprécier le côté décalé de cet habitat. C'est assez original comme endroit. Donc du coup, quand je dis à des amis que j'habite dans un conteneur, ils trouvent ça assez marrant et donc du coup, quand ils voient, ils trouvent ça superbe, quoi. Esthétique et économique, Alexandre ne paye que 320 € par mois et bénéficie du confort d'un véritable petit appartement avec une kitchenette pour faire la cuisine, une grande salle de bain et une grande fenêtre devant son coin repos. Mais ce n'est pas tout. Phoniquement, c'est très bien isolé. Donc je peux mettre mon son fort et on m'entend pas. Et même dehors, j'entends pas les gens. Même son de cloche chez Margot, étudiante en carrière sociale. Arrivée ici il y a tout juste 2 mois, elle s'est vite approprié son nouvel environnement. Alors ici, on se sent bien. On a de la luminosité dans l'espace, c'est convivial. On discute bien avec nos voisins, tout est super sympa. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elle bénéficie d'un petit plus par rapport à Alexandre. Une petite terrasse avec vue, ironie du sort, sur des containers. Ces derniers ne font pas vraiment rêver, et pourtant... Un conteneur, ça paraît difficile à aménager parce qu'on a l'impression que c'est étroit. On ne se rend pas vraiment compte de ce que ça peut rendre au final. On ne pense pas forcément à découper toute la cloison pour ajouter des baies vitrées, du chauffage, de l'électricité. Et ça paraît difficile alors que finalement, c'est plutôt bien. Avec le succès de ces réaménagements, les architectes ont poussé le concept encore un peu plus loin en imaginant un foyer ultra-moderne. Baptisé la péniche, ce container intègre du bois et des courbes qui contrastent avec les lignes droites de l'acier du bâtiment d'origine. Une embarcation idéale pour refaire le monde. Alors, ce qui me plaît dans cet endroit, ce qui nous plaît à tous, c'est qu'on peut se retrouver donc, après les cours ou bien le week-end pour prévoir des soirées, pour prévoir une sortie spéciale. On peut discuter, on peut rigoler, voilà, c'est très sympa. L'ambiance sympathique et légère est à l'image de l'architecture de cet ensemble qui fait l'interface entre la ville et le port. C'est assez original, non, de mettre comme ça les étudiants en boîte et ça leur plaît vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une super idée et c'est encore plus spacieux qu'une chambre d'étudiant en CTU. Ouais. C'est pas mal, non, hein? C'est vrai? Oui, c'est plus grand. Mais alors, j'ai une petite question. Ça a été conçu pour durer ou bien c'est juste pour répondre en ce moment à une pénurie de logements étudiants? C'est pour durer. Alors, c'est vrai qu'il y a une pénurie de logements, mais dans toutes les villes. Là, on est quand même dans une ville qui est dans une véritable love story avec les containers et c'est fait pour durer. Sophie, où es-tu, Sophie? Je suis là derrière. Quand on a préparé l'émission, tu me disais, toi, qu'il y avait un souci d'insonorisation. Oui, mais alors là, c'est côté filles. Les garçons sont des couche-tard, Côté c'est bien filles. connu, ils font la fête. Et les filles sont des grincheuses, donc à 18h, elles veulent plus de bruit. Ouais. Et il paraît que l'isolation phonique est pas tip-top. Enfin, en même temps, Quand il pleut, c'est vrai que là, ça pose un petit Ouais, mais problème. c'est très agréable. En même temps, si à t'entends 20 ans, tu supportes pas le bruit de la musique alors que tu passes ta vie Ouais. avec des écouteurs dans les c'est oreilles, hein. Alors Ouais, voilà. c'est trop gênant, c'est sympa cette promiscuité en fait. Puisqu'on est dans la love story des containers, j'aimerais vous parler d'une autre construction ici. Alors là, c'est pas les étudiants qu'on met en boîte, mais c'est la musique. Regardez ça, on passe vraiment d'un container à l'autre. C'est une salle de concert de 800 places, des studios d'enregistrement, un restaurant, un ensemble de locaux de répétition ultra équipés. Tout ça, ça a été inauguré en septembre dans le fort de Tourneville. Il y a aussi une démarche écologique assez forte avec des panneaux solaires, évidemment, un bâtiment orienté au sud. C'est plein de musique, c'est vraiment coloré, c'est de la chaleur, de la lumière. Il y a
une ambiance absolument incroyable. Tout ça évidemment dans un complexe en tôle, en container très beau, tout en couleur, beaucoup d'animation. Ce sont 36 containers qui ont été aménagés là pour l'amour de la musique. Et franchement, tout ça, ça nous montre que la rock'n'roll attitude est de retour sur la scène du Havre. C'est un endroit extrêmement festif. Les conteneurs transformés en lieu de vie font vraiment la modernité de la ville du Havre. Les équipes de Midi en France n'ont pas manqué de demander à Laurent Ruquier s'il avait lui aussi vécu dans ce genre d'habitation. J'avais la chance quand même de vivre chez mes parents, c'était quand même un peu mieux qu'un container. J'ai eu beaucoup de plaisir dans toute la partie lycéenne, parce qu'on était une troupe à bien se marrer, à bien s'amuser, avec qui on est resté copains au-delà du baccalauréat. J'ai eu beaucoup plus de mal à l'école primaire et même au collège, où j'étais encore un peu timoré, j'ai eu du mal à m'exprimer. J'étais timide, j'ai compris seulement assez tard que finalement faire rire pouvait être une force et un moyen de se faire accepter des autres. Mais franchement, mes premières années d'école, que ce soit à l'école maternelle, l'école primaire ou au collège, c'était plutôt la peur, la peur des autres. Retour au fourneau avec Jacques Mioch et son cuisinier. Voici venu le temps pour Vincent de distribuer les bons points à l'un et à l'autre pour leur participation respective dans la préparation de cette recette. Tu as très bien travaillé jusque-là. Je sais pas me plaindre de ce côté-là. Il y a le pauvre Bertrand qui est coincé dans le frigo. Sors mon garçon parce que... Oui, oh là, voilà, j'ai eu peur. À un moment, je le voyais, il avait la tête dedans. J'étais pas sûr qu'il reviendrait. Ça va tu retrouves ton chemin? Alors, les endives, ça sert juste à dresser, c'est ça? Non, pour la décoration. La décoration, c'est très important. Elle reste crue, Jacques? Elle reste crue? Grave cru, ça veut dire tout à fait cru, quoi. On peut dire une crudité. On aurait pu effilocher les endives avec le poireau? Oui, bien sûr. Oui, si on veut, oui. Un beau mélange. Un beau mélange, ça marche bien parce que l'endive va apporter une légère amertume au poireau. Exact. Mais là, on les garde crus. Regardez, c'est simple à détailler. Alors, comme on l'a appris de nos mamans, l'endive, qui est un produit qui, quand il pousse en pleine terre, évidemment, est un peu terreux, il vaut mieux pas y mettre trop d'eau. Il vaut mieux essuyer et pas les laisser tremper, ça donne de l'amertume. Et là, on a retiré ce cône. Je vous le montre. Le cône, c'est ça. C'est la partie inférieure de cette endive. C'est là qu'est l'amertume. C'est là qu'elle est. Tout à fait, c'est l'amertume qui est là, oui. Près de la racine, je vous rappelle que l'endive, c'est une chicorée. Et on sait bien que les chicorées, c'est amer. Surtout, les chicorées, enfin les endives de pleine terre, parce que celles-ci, ce sont sûrement des hors-sols. Et on n'a pas encore des pleines terres, là. Voilà, regardez ça. Ces belles feuilles bien blanches. Mais il taille bien, hein? Il n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Oui. Merci. Si tu le cherches, tu vas y avoir droit. Alors là, beau commentaire culinaire de Jacques Mioch. Merci. On revient pour déguster, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Bravo Jacques, vraiment, bravo, très beau travail. Un personnage, un illustre personnage quand on vient ici en Normandie que Jacques Mioch qui fait sa recette aujourd'hui avec son chef Bertrand. Et on le remercie d'être avec nous faire partager cette humeur havraise. C'est Saint-Jacques, un véritable voyage culinaire en Normandie. Poursuivons la découverte du Havre non pas par l'église Saint-Joseph, mais par une balade un peu plus rock'n'roll sur les docks réaménagés. Toutes ces belles images, il faut savoir que le Havre, en fait, c'est 25 quartiers, le Havre. On le voit avec des arrondissements, notamment à Marseille et à Paris, mais on peut dire que le Havre aussi, mais c'est assez surprenant, 25 quartiers, dont certains... C'est une ville de quartier, effectivement. C'est ça. Hein. On va aller en visiter un ce matin, le quartier de l'Eure. Étymologiquement, l'Eure, c'était l'Orée. L'Orée de la ville, l'Orée du Havre. Alors, l'Eure, c'est un quartier à la fois populaire, enclavé dans le port. C'est un quartier historique aussi parce qu'on y a fait du commerce. On est parti de ce quartier de l'Eure pour conquérir les terres. On est parti, on a construit des navires à l'image de cette grande nef françoise qui a été le plus grand bateau du monde de son temps en 1520. Bateau qui n'est jamais sorti du port parce qu'il a été détruit par une tempête. Il y avait du vent. Ah bon? Mais oui, il y en a eu à cette époque. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, ces anciens docks ont été réhabilités et il y a des Havrais qui ne quitteraient ce quartier pour rien au monde. Au Havre, le vent marin a porté avec lui des grains de vie qu'il a semés dans le quartier de l'Eure. En effet, au début du XXe siècle, cet endroit grouillait de dockers qui débarquaient la marchandise venue du monde entier. Partout dans le quartier, on peut voir des vestiges de cette époque. Des rails emprisonnés dans le goudron, des docks encore debout, mais surtout, cette construction devenue un monument, la cloche des dockers.
Cette dernière appelait les ouvriers à se réunir chaque matin pour constituer les équipes de travail. Little Bob, une figure du rock français, connaît bien l'histoire de ce quartier pour y avoir vécu une grande partie de sa vie. Il devait y avoir quelqu'un qui choisissait les dockers pour faire le boulot qu'il y avait à faire, le travail qu'il y avait à faire. C'est-à-dire, toi je te prends, toi je te prends, toi je te prends. Il prenait à la journée, je crois. Et ceux qui n'étaient pas retenus attendaient dans les cafés le long du quai. Un quai qui d'ailleurs servit de décor au chef-d'œuvre de Marcel Carné. C'est là qu'on a tourné les scènes de Quai des Brumes avec Gabin et Michel Morgan, Tête Beaulieu, tu sais. Le bar était ici. Mais dans les années 70, le port se déplace et les dockers avec. Les commerces ferment peu à peu. Seul le café de Jacotte reste debout et conserve le charme d'autrefois. Mais pour Bob, pas question d'être nostalgique. On retrouve ici une certaine ambiance. C'est pas que je sois nostalgique hein, de l'ancien temps. Moi, l'ancien temps, c'était bien. Maintenant, depuis qu'ils ont abattu toutes les vieilles cabanes en tôle qu'on avait en face, on a fait un jardin. On peut respirer, on peut se balader. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce quartier. Car en effet, le quartier de l'Eure connaît depuis peu une transformation radicale. Sciences Po est venu s'installer, des centres commerciaux sont apparus, et grâce à un coup de pouce de la ville, des entrepreneurs ont investi et réhabilité les anciens docks. Et ils en sont fiers. Premièrement, on est havrais. Ça, je crois que c'est important. Nous, quand on fait des choses, on est toujours content de soi. Mais les gens qui voient ces locaux ont plus de tendance à dire que c'est réussi. Résultat, un mélange de neuf et d'ancien qui confère au bâtiment un style très tendance. Même les restaurants aux alentours font peau neuve comme celui de Claude. Elle aime se balader dans son nouveau quartier. La ville a beaucoup travaillé sur les abords du bassin. Ils ont arboré, ils ont posé des fleurs, etc. Tout ça pour faire un bel endroit où les Havrais beaucoup d'Havrais viennent se reposer le dimanche, faire du vélo, manger en famille. Enfin, c'est un très bel endroit. Et je suis fière d'être dans ce quartier. Mais le meilleur exemple du renouveau du quartier reste les Bains des Docks, imaginés par Jean Nouvel. Cet établissement ultramoderne est unique en France. Il comprend un espace de balnéothérapie pour se relaxer, des aires de jeu pour les enfants, une piscine olympique extérieure pour les sportifs. Les Havrais et les Havraises en apprécient chaque recoin. Alors, ce que j'apprécie le plus dans cette piscine, c'est vraiment son bassin extérieur, cette possibilité de nager de nuit, de jour, sous la pluie, le calme, et puis cette impression d'être ailleurs, hors du temps. Et cette parenthèse dans le temps, cela fait plusieurs décennies que les Havrais l'attendaient. Ils espèrent qu'elle ne se refermera pas pour que la vie dans le quartier demeure longtemps. Du divertissement et de la proximité, c'est ça aussi le meilleur de Midi en France au Havre. Deux valeurs qui parlent aussi à Laurent Ruquier, qui rend hommage à notre émission de découverte. Elle lui rappelle des souvenirs ici. Je suis content et je trouve excellent d'ailleurs le fait que France 3 se déplace ainsi chaque jour avec Midi en France, parce que je sais combien ça compte d'aller chez les gens, d'aller en province. Je l'ai fait beaucoup moi quand j'ai fait du one-man show, parce que j'ai fait de longues et d'énormes tournées avec mon spectacle. Mais quand j'étais au Havre, voilà, un vrai lambda parmi tant d'autres, j'ai souvenir de ces émissions auxquelles j'allais assister, que ce soit les Jeux de 20h à l'époque, ou même le Podium européen. Je crois que le premier spectacle que j'ai pu voir de ma vie, c'était forcément un spectacle gratuit. Et j'allais applaudir Eddie Mitchell, Carlos et Sophie Darel. Allez, dernière étape recette pour terminer, la fameuse poêlée de Saint-Jacques et sa fondue de poireaux. Comme il est de tradition dans Midi en France, on goûte le plat une fois terminé. Alors, verdict. On va se mettre dans le cornet, là, disons, des belles, et pas des encornets justement, les belles coquilles Saint-Jacques de Jacques, qui a réalisé une recette. Alors c'est assez notable d'arriver à faire une belle recette comme ça sans toucher à rien. C'est quand même. Ouais. Je ne l'avais jamais vu faire. On l'appelle le magicien ici. C'est miraculeux, c'est miraculeux. Midi en France, c'est miraculeux. Ouais, c'est toi le magicien, Jacques. Merci Bertrand. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir goûter cette merveille avec ces Saint-Jacques qui sont juste. Et regardez les petits cèpes crus. Hein, c'est ça l'originalité de la recette sur
cette fondue de poireaux avec du jus d'orange. C'est très bon, hein, justement. C'est ainsi que se termine le meilleur de midi en France au Havre. Merci de nous avoir suivis et merci à Laurent Ruquier, l'ancien pion du lycée François 1er, d'avoir rythmé notre émission de ses souvenirs de jeunesse. Laurent Boyer et toute sa bande vous souhaitent un très bel après-midi et vous donne rendez-vous demain à 10h50 pour découvrir Châteauroux dans le département de l'Indre avec Michel Denisot. Vous savez quoi les amis, il est bientôt midi en France. J'ai découvert Biol en cherchant un produit à utiliser sur l'une de mes cicatrices. Puis je l'ai aussi essayé sur mes vergetures et depuis que je l'utilise, je ne peux plus m'en passer. Ah, t'es là dans 3 minutes. En cuisine 3 minutes, Panzani 3 minutes, c'est génial. 3 minutes, Panzani on se régale. Le secret de Panzani 3 minutes? Des pâtes plus fines qui cuisent plus vite. Panzani 3 minutes. Quelle journée! Vous avez envie de vous détendre, de rejoindre des amis, un peu de musique, un bel endroit. Ouais, ça vous va bien. Ou quelque chose de nouveau peut-être? Vous êtes curieuse? Ah, vous aimez les surprises. Mais surtout, l'essentiel. Monsieur Meuble, évidence intérieure. Ma cuisine est toujours impeccable, mais mes plaques vitrocéramiques, elles sont vraiment ternes. Est-ce que je les nettoie correctement? Tous les produits ne se valent pas. C'est pourquoi nous recommandons seulement Vitroclaine. Les résultats sont parfaits sur les plaques vitrocéramiques et à induction. Vitroclaine, et vos plaques restent comme neuves. Et pour une protection efficace, Vitroclaine existe aussi en crème. Lorsque les brûlures d'estomac viennent gâcher vos repas, prenez Gavisconel. Allez, on va agir rapidement. Gavisconel forme immédiatement une couche protectrice pour soulager les brûlures d'estomac. Et vous le sentez agir rapidement. Gavisconel, vous allez sentir la différence. Médicament pas avant 12 ans. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical, et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures? Oui, ils ont même prévu une assistance pour les proches. Martine! Je reviens! Appelez vite Aviva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva? Cuisine Référence trouvera toujours la solution sur mesure pour votre cuisine. Des difficultés pour vous déplacer? Redécouvrez le plaisir de sortir sans fatigue, en toute autonomie et confortablement assis sur votre scooter électrique Sovrana. Sortez de chez vous en toute sécurité, retrouvez vos amis, faites vos courses en toute indépendance en adoptant les scooters 3 ou 4 roues Sovrana. D'une utilisation très facile, le scooter Sovrana bénéficie d'une excellente autonomie. Ça rassure. Sovrana vous offre gratuitement un essai à domicile sans aucun engagement. Appelez maintenant le 0800 01 01 01 et devenez vraiment autonome avec le scooter Sovrana. J'en avais assez de me réveiller la nuit. Grâce à Nova Nuit et sa triple action, je m'endors plus facilement et ne me réveille que quand je l'ai décidé. Nova Nuit, pour le sommeil dont vous rêviez et sans dépendance. Numéro 1 des compléments alimentaires sommeil en pharmacie. Retrouvez les épisodes précédents sur francetvplus.fr. Inspecteur britannique pour enquête inédite. Alors à qui avons-nous affaire? Je suis l'agent Morse de la police. Bonjour monsieur. Ah, ouais. Blonde, brune, jeunes et âgées, il impressionne tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? De la passion. Ces dames veulent du drame. Ou de l'aventure. Serial séducteur, recherche serial killer. Vous enquêtez sur quoi? Je ne suis pas autorisé à le dire. Gentleman en toutes circonstances, Morse, bourreau des cœurs et bourreau de travail, personne ne lui échappe. Dimanche à 20h50 sur France 3.
Brisac offre jusqu'à 1000 € de remise sur ses inserts foyer et poils. Il n'y a pas le feu non plus, hein? Du 3 au 21 mars, seulement. Bah, un peu quand même. Rendez-vous sur brisac.com ou sur le 3612 et dites Brisac. Pour éviter les rides, vous pouvez arrêter de rire, vous coucher tôt ou simplement être heureuse et utiliser le soin de jour anti-rides Q10+, formule brevetée. Enrichi en Q10+, il réduit les rides en seulement 4 semaines pour des résultats prouvés. Mon secret anti-rides, du bonheur et du Q10. Soin anti-rides Q10+, de Nivea. Régilait met le paquet en cuisine. C'est génial dans toutes mes recettes. Quelques cuillères de lait en poudre et ça change tout. Mes quiches sont plus gourmandes, mes viandes plus dorées. D'autres astuces? Régilait.com. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical, et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures? Oui, ils ont même prévu une assistance pour les proches. Martine! Je reviens! Appelez vite Aviva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva? Silitbang, c'est vous qui en parlez le mieux. Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 30 ans. Pour moi, la crasse, c'est pas possible. Je veux pas en avoir dans ma salle de bain. On a cette eau, de l'eau de la douche, plus l'eau savonneuse, c'est-à-dire notre eau sale qui vient stagner dans les rails de la douche. Donc là, avec Silitbang, on sent vraiment le pouvoir décrassant. Et là, la sensation d'être dans une salle de bain qui est neuve tout le temps, c'est jouissif. Silitbang crasse et calcaire. Vous aussi, partagez votre expérience. Et pour venir à bout des sols, même les plus encrassés, Silitsol avec Javel. Ça, un simple grain de riz. Imaginez qu'il vous aide à mieux manger. Commencez avec mon riz Uncle Ben's et quelques ingrédients sains, c'est faire un pas vers de meilleurs repas. Ben, un bon début. Playtex invente Invisible Élégance. Un soutien-gorge à la dentelle multi-élastique, ultra plate, qui galbe parfaitement la poitrine et reste invisible sous tous les vêtements. Playtex, ça fait son effet. J'étais en train de danser. J'étais à l'entraînement. On se souvient tous de ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. J'étais près d'elle. Moi, je me souviens aussi qu'on a été soutenus par les équipes PFG. Elles ont su trouver les mots, les solutions pour nous épauler lors du décès. PFG, service funéraire. Mieux vous accompagner, c'est notre première volonté. C'est nouveau, non? Cœur de Lion, le crémeux normand. Il est super crémeux, ce fromage. Appelez un fromage crémeux et normand le crémeux normand, ouais, ça paraît logique. Ah d'accord. Cœur de Lion, le crémeux normand, comme son nom l'indique. La mauvaise haleine est un problème courant et la plupart des gens ne savent pas qu'ils en souffrent. Pour une haleine sûre pendant 12 heures, il existe maintenant un produit efficace, CB12. Votre soirée. Il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent atteindre, qu'ils ne peuvent toucher. L'espoir. Savent-ils qu'ils sont dans le monde de Stephen King? L'espoir peut rendre un homme fou. Ça sert à rien en tôle. Dès 20h50 se joue le destin des évadés. Présenté par Patricia Loison et Louis Laforge, Grand Soir 3 à 23h10. À minuit, on ne peut jamais aller vers plus d'émancipation de la femme et vers plus d'égalité sans installer un système démocratique. inédit, la révolution des femmes, un siècle de féminisme arabe. Poursuivez les évadés jusqu'au cœur du suspense ce soir sur France 3. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Vous le savez sûrement, les vents ont été tempétueux du côté de la Corse à cause de cette dépression qui se creuse ici entre Corse et Italie. On a relevé des vents très très forts. Regardez, la pluie également a été très soutenue dans ces régions, sur la Côte d'Azur tout d'abord et tout autour de la Corse avant de s'évacuer plus tard dans l'après-midi. Résultat, nous avons toujours 3 départements en vigilance vent, les 2 départements de la Corse plus les Pyrénées-Orientales. On a relevé des valeurs très soutenues, 157 km/h au Cap Sagro, je regarde mon petit pense-bête. Du côté de Port-Vendre, on a eu 144 km. Et tout de même, dans le couloir audanien, quand même, du côté d'Avignon, 122 km. Vous voyez que les Landes sont toujours en vigilance orange. La crue est amorcée, mais elle y va très très lentement. Regardez la carte pour cet après-midi. Donc,
La perturbation se décale vers l'Italie, les vents mollissent entre 80 et encore 100 km/h tout de même. Et la tramontane est toujours très soutenue sur les Pyrénées-Orientales. La vigilance est maintenue jusqu'à cet après-midi. 130 km/h, 100 à 110 pour le Mistral. Petite poche nuageuse et grise sur le nord-est du pays. Du côté des températures, vous l'avez noté ce matin, des gelées matinales et dans l'après-midi, eh bien, ça remonte. Forte amplitude thermique, 11 degrés à Paris, 12 à Rennes comme à Nantes et à Bordeaux, à Agen. Et puis la maximale, ce sera Nice pour 15 degrés ainsi que Montpellier. Demain, nous aurons une situation beaucoup plus calme. Je vous le disais hier, si vous étiez avec nous, l'anticyclone s'installe pour quelques jours et nous allons bénéficier de pas mal de soleil. Alors, c'est dégagé le matin et puis, vous le voyez, l'après-midi, on a un léger voile, mais qui ne devrait pas enlever la sensation de beau temps. Toujours un peu de vent du côté de la Corse, entre 80 et 100 km/h.